Depuis le début de la guerre en Iran, un seul passage maritime a dominé l'actualité mondiale, le détroit d'Ormuz. Mais malgré l'importance de cette histoire en particulier, ce n'est en réalité pas le seul événement maritime qui compte en ce moment. En réalité, une histoire tout aussi, voire plus importante, s'est discrètement développée en mer de Chine orientale. Le 13 mars, l'agence de presse AFP a publié le résultat d'une enquête récente montrant que, depuis le jour de Noël 2025, des milliers de bateaux de pêche chinois se sont rassemblés en formation géométrique en mer de Chine orientale, dans des actions coordonnées que les experts estiment faire partie des préparatifs de Pékin pour une éventuelle crise ou un conflit régional. Jason Wang, directeur des opérations chez Ingenispace, qui analyse les images satellitaires et les données de suivi des navires, a déclaré à l'AFP qu'il avait pu le constater. Un phénomène inhabituel se produisait tandis que des milliers de bateaux de pêche convergeaient en deux ailes inversées et parallèles d'environ 400 km chacun. Les navires, parfois espacés de 500 mètres, sont restés environ 30 heures dans des vents proches du coup de vent avant de se disperser soudainement. Je le cite ici. Quelque chose me semblait anormal, car dans la nature, on voit rarement des lignes droites. Nous avons déjà vu 200, 300, voire jusqu'à 1000 bateaux de pêche chinois se rassembler, mais tout ce qui dépasse 1000, je trouvais cela inhabituel. Fin de citation. Et Wang n'était pas le seul à être alarmé. Jennifer Parker, ex-officier de la marine australienne, a confié à l'AFP n'avoir jamais vu des bateaux de pêche aussi proches. Peut-être que c'est juste là où sont les bons poissons, les gars. Ainsi, la mer de Chine orientale mérite une attention particulière. Ce qui s'y passe devrait inquiéter tout le monde. Avant de poursuivre la vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par AJ Handspring. Je vérifiais juste son orientation. Même de l'autre côté, on voit toutes les vitamines et minéraux essentiels qui soutiennent la vie. Le printemps est une période où les routines changent. Écoutez, peut-être que votre emploi du temps a changé. Peut-être que vous sortez plus souvent, ce serait sympa, ou vous savez que vous essayez de revoir quelques habitudes. Mais une chose que je garde constante, et que je pense que vous pourriez garder constante aussi, c'est AG1. AG1 est une boisson quotidienne réunissant vitamines, minéraux, probiotiques et autres nutriments en une dose. Plus besoin de plusieurs compléments. Mélangez-le simplement avec de l'eau et secouez. Et pour moi, même quand ma routine change, AG1 ne change pas. Je le prends dès le matin. Si vous voulez l'essayer, AG1 propose une offre spéciale en ce moment. Quand vous allez sur Drink AG1, /Warfront, vous recevrez un échantillon de saveur AG1 ainsi qu'une bouteille de vitamine D 3 + K2 gratuitement dans votre kit de bienvenue, avec votre premier abonnement. Ce qui a une valeur en dollars, ce qui est appréciable. Rendez-vous sur drinkag1.com/Warfront pour l'offre. Retour à la vidéo du jour. « 1,5 million, c'est le nombre de navires qui transitent chaque année par la mer de Chine méridionale. Et, selon Joe Wilkins, du futurisme, leurs activités sont si chaotiques que leurs profils GPS ressemblent à des nuages de points plutôt qu'à des graphiques linéaires. En revanche, les schémas formés par les navires chinois peuvent être décrits comme des constellations, ce qui a attiré l'attention des observateurs régionaux. Et Pékin ne l'a pas fait qu'une seule fois. Selon le New York Times, le 11 janvier, les navires se sont assemblés en formation rectangulaire si dense que certains cargos approchants ont dû les contourner ou zigzaguer à travers pour passer. En mars, ils ont fait pareil. Wang a dit à l'AFP qu'environ 1200 bateaux se sont rassemblés en deux lignes parallèles, plus à l'est qu'en janvier et décembre. Ils ont maintenu leur position pendant environ 30 heures. Maintenant, la grande question est pourquoi ? Pour répondre à cette question, il faut signaler un fait très important. Les navires réunis en mer de Chine orientale appartenaient à la milice maritime chinoise, souvent considérée par les analystes comme la troisième force navale du pays, aux côtés de la marine et de la garde côtière. Newsweek rapporte que la milice, que Pékin présente comme un simple groupe de pêcheurs patriotes, participe régulièrement à des missions de la garde côtière chinoise. Pour bloquer un avant-poste militaire philippin dans les îles Spratly, jamais c'était du sarcasme. En plus des blocus, la milice a aussi une longue histoire de déploiement pour affirmer les revendications territoriales de Pékin dans la région. Elle a contribué à la prise des îles Paracels par la Chine aux dépens du Sud-Vietnam en 1974, le harcèlement d'un navire de surveillance de la marine américaine en 2009 et l'affrontement autour du récif de Scarborough avec les Philippines en 2012. Le Centre d'études stratégiques et internationales, ou CSIS, note que la milice peut être divisée en deux grandes catégories. Des navires professionnels spécialement construits qui reçoivent un financement dédié et des bateaux de pêche commerciaux recrutés grâce à des subventions gouvernementales. Les navires professionnels ont souvent des canons à eau et des coques renforcées. Les pêcheurs recrutés, civils formés militairement, peuvent être mobilisés quand Pékin en a besoin.
un peu comme les réservistes sur Terre. Nous mentionnons tout cela parce que les données AIS analysées par Gregory Poling, directeur de l'initiative pour la transparence maritime en Asie au CSIS, ont montré que la grande majorité des navires semblaient provenir de la province orientale du Zhejiang, où se trouvent plusieurs ports de milices maritimes. Gregory Poling a aussi dit à l'AFP qu'il voyait ces exercices comme une tentative de Pékin pour tester la mobilisation de la milice. En gros, si la milice pouvait rassembler ses forces, et si ces forces étaient capables de faire ce dont Pékin avait besoin. Et c'est important compte tenu de ce à quoi elles serviraient. Thomas Shugart, ex-officier de sous-marin américain, a déclaré à l'AFP que les navires civils sont essentiels à la planification militaire chinoise pour une opération contre Taïwan, située à 300 km des incidents. La marine chinoise manque de navires de débarquement pour transporter toutes ses troupes et équipements. Sans mobiliser de navires civils, une invasion de Taïwan est irréalisable. À grande échelle, une opération amphibie à travers le détroit de Taïwan reste hors de portée pour Pékin. Grâce à cette capacité, le rapport de force penche un peu en faveur de Pékin. Jennifer Parker a confirmé à l'AFP que la Chine intègre la milice comme multiplicateur de puissance dans ses opérations autour de Taïwan. L'exercice visait peut-être à tester la milice pour une invasion de Taïwan et à permettre à Pékin de montrer sa puissance régionale. Une flotte de cette taille maintenant sa formation dans des vents quasi tempétueux sur des centaines de kilomètres est déjà un message en soi. Cela montre à tous les pays de la région que Pékin peut mobiliser des navires civils à une échelle et une vitesse que peu de marines pourraient égaler, et qu'elle peut y parvenir sans déployer un seul navire de guerre. Certains observateurs pensent que le moment choisi indique une tentative de Pékin de projeter sa puissance. Les premières formations ont eu lieu en janvier et décembre, les plus récentes en mars, pendant la guerre avec l'Iran. C'est important car en février, peu avant les attaques, la Chine a participé à des exercices navals avec l'Iran et la Russie dans le détroit d'Ormuz, montrant la capacité de l'Iran à contrôler ce passage. Cependant, une fois la guerre commencée, Pékin a essentiellement dit à l'Iran « Tu es ça tout seul, mon pote », et a limité son implication à des déclarations fermes et à des condamnations diplomatiques. C'est logique stratégiquement, car la Chine veut éviter les tensions avec les États-Unis ou les États du Golfe, partenaires économiques clés. Cela a soulevé des questions sur la volonté de Pékin de soutenir ses alliés. Cela a également amené certains à remettre en question les capacités militaires de Pékin. Pour un pays qui se positionne comme une superpuissance et un rival direct de Washington, ce genre de perception est préjudiciable, mobilisant des milliers de navires dans des formations hautement coordonnées au moment précis où le monde entier observait. Le détroit d'Ormuz pourrait servir de rappel que l'influence de Pékin s'étend bien au-delà des déclarations diplomatiques et que sa capacité à projeter sa puissance est inégalée, quels que soient ses choix en Iran. Maintenant, il faut préciser ici que Pékin n'a pas commenté publiquement la formation, ce qui signifie que toutes les raisons sont, au mieux, spéculatives, fondées certes sur des analyses et des avis d'experts, mais restent malgré tout spéculatives. Quelle qu'en soit la raison, l'impact sur la mer de Chine orientale a été notable. Les formations n'étaient pas confinées à une zone isolée en pleine mer, elles se sont produites près des principales voies maritimes partant de Shanghai, l'un des ports les plus fréquentés au monde. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la formation du 11 janvier était si dense que les cargos ont dû les éviter pour passer. Le transport maritime en mer de Chine orientale suit des horaires stricts et de faible marge, donc toute perturbation des routes, même brèves, causée par un mur de bateaux de pêche a un coût. Les retards de transit, les détournements de navires et la hausse de la consommation de carburant finissent par s'additionner. L'incertitude sur la possibilité et le moment où cela pourrait se reproduire complique la planification des compagnies maritimes. Au-delà des perturbations, ces formations posent une question que gouvernements régionaux et opérateurs doivent désormais prendre au sérieux. Que se passera-t-il la prochaine fois ? La mer de Chine orientale assure une grande partie du commerce entre le Japon et la Corée du Sud, deux grandes économies mondiales. Si Pékin peut déployer plus de 1000 navires sur des centaines de kilomètres et les maintenir 30 heures, elle pourrait recommencer, peut-être plus longtemps et surtout plus près, des points d'étranglement critiques. Et les effets de cela se répercuteraient bien au-delà du Pacifique. À propos du Japon, un point reste à évoquer. La milice maritime chinoise s'est rassemblée lors de fortes tensions diplomatiques entre Tokyo et Pékin. Le 7 novembre, le Premier ministre japonais Sanae Daikaichi a affirmé devant le Parlement qu'un blocus naval ou une action militaire chinoise contre Taïwan pourrait menacer la survie du Japon. Cela impliquait que le Japon pourrait exercer son droit à l'autodéfense pour aider Taïwan.
Pékin a réagi exactement comme on pouvait s'y attendre, furieusement, avec des hauts responsables chinois exigeant que Sanae Dekaichi retire ses propos, ce qu'elle a refusé de faire. Ce fut la plus grande rupture diplomatique entre les deux pays depuis plus de 10 ans, menant à un vaste déploiement en mer de Chine orientale. Des responsables de la sécurité régionale ont indiqué à Reuters que Pékin a envoyé plus de troupes que d'habitude après le 14 novembre, après avoir convoqué l'ambassadeur du Japon pour protester contre les propos de Dekaichi. Les formations de milices ont suivi peu de temps après, l'Institute for the Study of War avançant que Pékin aurait pu choisir cet emplacement pour envoyer un message au Japon et à Taïwan. Cela souligne simplement le fait que, pour le Japon, une éventuelle invasion de Taïwan n'est pas une menace lointaine, mais quelque chose qui pourrait se produire à court terme, avec des conséquences dévastatrices pour Tokyo en 2023, l'ex-directeur de la CIA William Burns a déclaré. Ces renseignements indiquaient que le président Xi Jinping avait ordonné à l'armée chinoise d'être prête pour une invasion réussie d'ici 2027, ce qui est dans 9 mois. Pour info. Nous devons préciser ici que la communauté du renseignement américaine a récemment publié une nouvelle évaluation, indiquant que Pékin ne prévoyait pas de lancer une invasion de Taïwan d'ici 2027. Il n'avait pas de calendrier précis pour l'unification. Bien que cela puisse être une bonne nouvelle pour Washington, étant donné que son attention est actuellement portée sur l'Iran et que ses stocks d'intercepteurs de missiles sont mis à l'épreuve. Cela ne rassurera guère le Japon car les tensions avec Pékin vont bien au-delà de Taïwan. Les deux pays ont un différend territorial ancien sur les îles Senkaku, des îlots inhabités en mer de Chine orientale administrés par le Japon. La Chine et Taïwan revendiquent cette zone riche en ressources naturelles, comme poissons, pétrole et gaz, source de tensions depuis des décennies entre Tokyo et Pékin. L'activité intense de la Chine autour de ces îles montre l'importance que Pékin accorde à ce différend. En janvier, le chef des gardes-côtes chinois, Zhang Jianming, a déclaré aux médias d'État que Pékin avait effectué 134 patrouilles autour des Senkaku au cours des 5 dernières années, déployant au total 550 000 navires et 6 000 aéronefs. Pendant cette période, rien qu'en 2025, les patrouilles ont eu lieu pendant 357 jours de l'année. C'est presque tous les jours, et la pression s'est poursuivie en 2026. Mi-mars, des gardes-côtes chinois sont entrés dans les eaux revendiquées par le Japon autour des Senkaku, poursuivant un bateau de pêche japonais. 2 navires se sont approchés à moins de 12 000 de Minami-Kojima, l'une des îles des Senkaku, et ne sont pas repartis avant plus d'une journée. Le lendemain, 4 navires des gardes-côtes chinois, dont 2 déjà vus près de Minami-Kojima, ont de nouveau pénétré dans la zone pendant environ 2 heures. Une porte-parole des gardes-côtes japonais a indiqué au magazine Stars and Stripes que la raison de l'incursion restait inconnue. Surtout parce qu'il n'y avait aucun bateau de pêche opérant dans les Senkaku à ce moment-là. Ce qui rend la situation particulièrement difficile pour le Japon, c'est qu'il a très peu de bonnes options. Les Senkaku font partie de la première chaîne d'îles, allant du Japon à Taïwan et aux Philippines, limitant l'expansion navale chinoise. Les opérations des gardes-côtes chinois, menées par Pékin autour des îles, sont suffisamment persistantes pour remettre en cause le contrôle administratif du Japon, sans toutefois franchir le seuil d'un conflit ouvert. Chaque incursion oblige la garde côtière japonaise à réagir, et chaque réaction consomme des ressources et de l'attention. Et selon Robert Ward, responsable du Japon au sein du groupe de réflexion Institut international d'études stratégiques, la Chine a élargi sa pression sur un éventail beaucoup plus large de fronts. Ward a déclaré à la BBC que la Chine déployait une stratégie similaire à la guerre en zone grise qu'elle mène contre Taïwan. Une tactique qui vise à épuiser l'adversaire afin de normaliser des choses qui, en réalité, ne le sont pas. La Chine a déposé des plaintes auprès de l'ONU, reporté un sommet trilatéral avec le Japon et la Corée du Sud, et a également tenté d'impliquer d'autres parties dans la mêlée, exhortant le Royaume-Uni et la France à prendre son parti, tout en demandant à ses alliés, la Russie et la Corée du Nord, de dénoncer le Japon. Pour Tokyo, la situation est devenue si tendue que certains responsables japonais ont discrètement commencé à demander aux pêcheurs d'éviter complètement les îles. C'est ce que rapporte Reuters. Les exercices de milice, la question de Taïwan et les affrontements autour des Senkaku placent le Japon face à plusieurs points de pression en même temps. Ceci est en partie dû au fait que le Japon dépend énormément des importations d'énergie pour satisfaire la demande locale. Avant Fukushima, le nucléaire fournissait environ 30% de l'électricité japonaise. Après la fusion du réacteur, le Japon a compensé cette perte par des combustibles fossiles importés. Et la dépendance est devenue si grande qu'en 2023, 22% de toutes les importations mondiales de GNL étaient destinées au Japon. Le Centre pour la stratégie maritime estime que 90% des importations d'énergie du pays passent par des points d'étranglement vulnérables comme le détroit de Malacca, la mer de Chine méridionale, la mer de Chine orientale et les eaux proches de Taïwan.
Si l'une de ces routes était perturbée, même partiellement, les conséquences seraient en grave. Le Japon n'a pas d'oléoduc ou gazoduc international et, contrairement au pétrole, qu'il peut stocker pendant des mois, le GNL ne peut être conservé que pour des périodes limitées. En fait, le ministre japonais du Commerce, Rasei Akazawa, a déclaré que les réserves de GNL du Japon ne suffisaient que pour 3 semaines, contre des réserves de pétrole qui dureraient environ 206 jours. Si ces réserves de gaz s'épuisent, Tokyo fera face à des coupures, des usines fermées et des foyers plongés dans le froid. Le Japon et Taïwan ne sont pas les seuls dans la région à craindre l'attitude de plus en plus affirmée de la Chine en mer de Chine orientale et dans l'Indo-Pacifique. Les Philippines affrontent aussi les gardes-côtes chinois en mer de Chine méridionale, où Pékin utilise abordages, canons à eau et blocus pour contester la présence de Manille sur des récifs disputés. La Corée du Sud, qui partage des frontières maritimes avec la Chine en mer Jaune et accueille environ 28 500 soldats américains, a vu sa propre relation avec Pékin se détériorer ces dernières années sur des questions allant de la défense antimissile à la surpêche. Et bien que la relation se soit améliorée depuis environ 1 an, surtout après l'élection de Lee Jae-myung, Séoul a encore des raisons de se méfier de Pékin. Tous ces pays comptent, à des degrés divers, sur les États-Unis comme garant de leur sécurité face à l'agression chinoise, et cette dépendance est maintenant mise à l'épreuve par la guerre en Iran. Comme nous l'avons mentionné dans le dernier chapitre, les stocks américains d'intercepteurs de missiles sont mis à rude épreuve. Nous n'avons pas précisé que la situation était assez grave pour que Washington redéploie des batteries Patriot et Cha-AD de Corée du Sud au Moyen-Orient. Le président sud-coréen Lee Jae-myung l'a confirmé publiquement, affirmant à son cabinet que, malgré l'opposition de Séoul à cette décision, il y avait peu à faire. Il ne s'agit pas seulement des intercepteurs. Au moins 2 destroyers américains, basés au Japon, ont été envoyés pour participer aux frappes contre l'Iran, d'après des photos de l'armée américaine. Des kits de bombes guidées et des systèmes de missiles tactiques ont aussi été retirés de la région. Des responsables actuels et anciens de la défense en Asie observent cela avec une inquiétude croissante. On craint qu'une guerre prolongée entraîne le retrait de plus de puissance de feu américaine de la région. Même si les combats s'aggravent, le remplacement des stocks et munitions épuisés pourrait prendre des années, exposant Taïwan et d'autres zones sensibles. Washington a tenté d'apaiser ses craintes. Lors d'une audition au Sénat la semaine dernière, Elbridge Colby, sous-secrétaire américain à la défense chargé de la politique de défense, a affirmé que les hauts responsables américains se concentraient sur une coordination étroite avec les alliés et partenaires en Indo-Pacifique. Je le cite. « Ici, nous sommes résolument concentrés sur la première chaîne d'îles. Pourtant, certains problèmes restent malgré ces assurances. » Robert, contre-amiral philippin à la retraite, a déclaré à Bloomberg que la présence navale américaine actuelle est nécessaire pour empêcher la Chine de contrôler totalement la mer de Chine méridionale. Il a souligné qu'avant la guerre en Iran, les forces maritimes chinoises en Asie de l'Est avaient déjà un avantage numérique sur les États-Unis. Réduire les moyens dans la région élargit l'écart, qui pourrait encore croître. Pour l'instant, la guerre avec l'Iran se limite à des frappes aériennes, sans troupes au sol. Mais si les conflits s'étendent, cela pourrait mobiliser d'autres parties de l'armée américaine, actuellement stationnées dans le Pacifique, y compris des bataillons du corps des Marines basés au Japon. Pour être clair, cela s'est déjà produit auparavant. Lors de conflits précédents au Moyen-Orient, les États-Unis ont retiré un certain nombre de moyens d'Asie de l'Est, y compris le porte-avions USS George Washington du Japon, pendant plusieurs mois lors de la période de renforcement de la campagne d'Afghanistan. À l'époque, cela importait moins car l'armée chinoise n'était pas aussi puissante qu'elle l'est aujourd'hui. Un coup similaire de la Maison-Blanche aujourd'hui pourrait poser problème, selon Hirohito Oji, ex-responsable du ministère japonais de la Défense cité par Bloomberg. Si l'USS George Washington était de nouveau déplacé au Moyen-Orient, cela compliquerait la préparation en Indo-Pacifique. Mais ce scénario semblait peu probable. Il a indiqué que l'inquiétude principale était l'épuisement des missiles, notamment les intercepteurs Patriot, qui sont longs à produire et dont le réapprovisionnement complet pourrait prendre des années. Et quand on dit que c'est long, c'est vraiment très long. L'Institut Payne, un institut de recherche publique basé au Colorado, a estimé que plus de 300 intercepteurs, Patriot et autres ont été utilisés par les systèmes de défense américains lors des seules 36 premières heures de la guerre contre l'Iran, avec 280 autres utilisés par les pays du Golfe. Cela ne concerne que les 36 premières heures. À l'heure où j'écris, la guerre dure depuis 3 semaines et ne semble pas près de finir. Lockheed Martin, le fabricant, produit environ 620 missiles, Patriot par an. Et bien que le Pentagone ait annoncé un accord de 7 ans pour tripler ce chiffre à 2000, cet objectif ne sera pas atteint avant la fin de 2030 au plus tôt, même avec l'augmentation de la production. Comme les États-Unis doivent reconstituer leurs stocks et ceux de leurs alliés du Moyen-Orient,
les pays de l'Indo-Pacifique devront attendre des années avant de refaire leurs propres réserves. Grant Newsham, ex-colonel des Marines américains et officier de liaison auprès de l'armée japonaise, a expliqué que cela résultait d'une approche en flux tendu pour doter l'armée en matériel et en personnel. En supposant que Washington ne mènera plus jamais de grandes guerres, et encore moins d'eux en même temps, quelle qu'en soit la cause, le résultat reste le même. Les alliés américains dans l'Indo-Pacifique ont peur, et la Chine se sent suffisamment enhardie pour déployer des essaims de bateaux s'étendant sur 400 km qui menacent les couloirs de navigation, tandis que sa garde côtière chasse les pêcheurs japonais loin des îles administrées par Tokyo et Washington. Bien que Washington affirme se concentrer sur la première chaîne d'îles, il paraît trop absorbé par la guerre en Iran pour vraiment accorder à l'Indo-Pacifique l'attention qu'il mérite. Si cela continue, la prochaine guerre navale pourrait ne pas avoir lieu à 300 km de Taïwan. Elle pourrait être juste à sa porte ou au large du Japon, de la Corée du Sud ou des Philippines. C'est effrayant, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé.